Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les 3 gouverneurs de Grand Bandundu étaient reçus ce vendredi par le président de la République. Dans la soirée, ensemble, ils ont échangé sur la gestion de l'après-conflit à Kwamout. Suivez. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces 3 provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos 3 provinces du Grand Bandundu et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamout. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-Ville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le Dans un autre chapitre parlant justice, au Conseil de ministres tenu vendredi 7 octobre, présidé par le président de la République, plusieurs points ont été à l'ordre du jour, entre autres la rationalisation de l'action de la justice pour le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Sur ce, le chef de l'État a rappelé le rôle pivot reconnu à la justice dans l'architecture institutionnelle de la République démocratique du Congo, car il revient de constater que loin de se relever de ce faiblesse, pour l'instant, notre justice va encore mal. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu par le porte-parole du gouvernement. Suivez. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Sans enfreindre à l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, qui, bien plus qu'un droit exclusif pour le magistrat, est une garantie reconnue pour les justiciables d'avoir une justice impartiale. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale du cadre de concertation prévu à l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes de solutions rapides. Autant que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice, est appelée à jouer son rôle de manière efficace. Il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau.
Toujours en justice, peine capitale pour le policier auteur de l'assassinat d'Omar Eyouka. Le verdict est tombé vendredi dernier après une audience foraine à la grande satisfaction de la population et surtout du rapporteur de l'Assemblée provinciale Junior Nembaleba. Jemima Wanja nous en parle. Le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après vote au scrutin secret, répond de la manière suivante. Oui pour le meurtre. Oui pour le coup et blessure simple. Par conséquent, le condamne de la manière suivante. À la peine de mort pour meurtre. À 6 mois pour coup et blessure simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une seule peine, à savoir la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Quant à l'action civile, après analyse, débat et délibéré, dit recevable l'action introduite par le sieur François ainsi que la famille de la victime, l'enfant Omar. Par conséquent, condamne le prévenu au paiement des dommages et intérêts à la famille du sieur Omar d'ordre de 20 000 $ équivalent à francs congolais. Pour le sieur François, condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts d'ordre de 5 000 $ équivalent en francs congolais. Ainsi jugé et prononcé, autant pour moi, ordonne la restitution de l'arme à la police qui est son propriétaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour. Chapeau à la justice de mon pays qui a su dire le droit et le bon. Cette sentence est une victoire et une consolation pour nos populations victimes des bavures policières des Oudjana. C'est en ces termes que le député provincial Junior Nembaleba, après la condamnation à perpétuité du policier auteur du meurtre du jeune Omar à Kimbantseke. Informé du drame jeudi, le député provincial s'était rendu dans la famille du jeune Omar afin de lui témoigner sa compassion et lui apporter son soutien. Avant cette visite, l'élu de Kimbantseke avait sans tarder saisi le commissaire provincial de la police de Kinshasa qui avait dépêché une équipe pour mettre la main sur l'auteur du crime. À la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vendredi 7 octobre, l'ordre du jour a été adopté moyennant amendement. 2 élus. La plénière a été marquée par plusieurs sujets à réflexion, notamment l'applicabilité des édits concernant le motocycliste, autrement appelé Wewa, et le phénomène Kuluna. Fadilendo, Stéphanie Pagna. 7 points ont figuré à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 7 octobre. Face à l'abondance de la matière à l'ouverture, les députés ont opté pour la limitation à 5 points. Il était aussi question au cours de cette séance d'adopter le calendrier de travaux de la session en cours. Éclairant la séance, Godin Poya a indiqué que l'institution police émane du gouvernement central, d'où l'impossibilité de l'Assemblée provinciale de légiférer sur la question des Kuluna. La question, je voulais, mais et c'est que vous voyez, la constitution, police nationale et les Pandagana sauté et les Pandagana gouvernement central. Donc, et l'eau du saut, il faut ça là, vous avez un mécanisme, mais tout ce que ça dit en gros, quoi, côté on a moi qui viens et par la Malgré ce blocage, les élus de Kinshasa promettent des réflexions approfondies pendant cette session de septembre en vue de sortir des solutions en pouvant accompagner le gouvernement central dans la lutte contre le phénomène Kuluna. Évidemment, nous avions eu cet honneur-là de soulever le débat aujourd'hui parce qu'il faut le dire que le problème des Kuluna, c'est un problème qui touche vraiment actuellement la société congolaise, les Kinois en particulier en souffrent. Quoique on a essayé de comprendre que ce n'est pas totalement de notre compétence, mais je pense qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous en tant que députés provinciaux, il y a des solutions qu'on peut apporter à nos compatriotes, à nos concitoyens. Donc c'est-à-dire qu'on peut essayer de voir, ça c'est à mon humble avis, au niveau
de la police, il y a une partie du financement qui vient du gouvernement provincial. Pourquoi ne pas augmenter cette part-là du gouvernement provincial? Pourquoi ne pas financer mieux la police? Parce que pour l'instant, la police, à mon humble avis, n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à ces fléaux. Pendant cette session, les élus provinciaux vont statuer entre autres sur le projet d'édit portant sur la reddition des comptes budgétaires pour l'exercice 2021, celui des finances portant la fixation du budget pour l'exercice 2023, la proposition d'édit portant protection et la promotion des droits des peuples autochtones et celle portant autorisation du commissionnement du carburant par la ville de Kinshasa. Pendant cette session, les élus provinciaux vont statuer entre autres sur le projet d'édit portant sur la reddition des comptes budgétaires pour l'exercice 2021, celui des finances portant la fixation du budget pour l'exercice 2023, la proposition d'édit portant protection et la promotion des droits des peuples autochtones et celle portant autorisation du commissionnement du carburant par la ville de Kinshasa. Durant cette session, la plénière va également examiner l'approbation du rapport de la gestion du bureau pour le premier semestre 2022 et l'adoption du projet de budget de datation de l'APK exercice 2023. Jean-Tini Ngobila était sur terrain vendredi 7 octobre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a supervisé les opérations de démolition de constructions anarchiques à travers la capitale congolaise. Pour cette première de centre, 2 sites étaient visés. Il s'agit du quartier Sokopo à Limete et d'un site à Kintambo. Regardez. Restaurer les normes urbanistiques à travers toute la ville de Kinshasa, c'est le principal objectif de l'opération de démolition lancée vendredi par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Le premier citoyen de la ville a commencé son opération par le quartier Sokopao dans la commune de Limete. Ici, toutes les constructions sur les emprises ferroviaires jugées anarchiques ont croisé les engins de démolition de l'hôtel de ville. Jean-Tini Ngobila indique que cette opération rentre également dans le cadre du projet Métrokin. Nous avons un grand programme, nous avons un projet de réhabiliter ces réseaux avec notre projet Métrokin. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi pour donner certains éclaircissements. Le chemin de fer ici va s'agrandir, il va passer d'une voie à 2 voies. Alors c'est le projet Métrokin qui a déjà commencé son amorce. Les gens, notamment les gens de Pakadjouma, qui ont érigé des bicoques ici tout autour du chemin de fer, seront relocalisés, envoyés dans la commune d'Ensele, dans la localité de Tingitingi. Jean-Tini Ngobila est descendu ensuite dans la commune de Kintambo pour la suite de l'opération avant de laisser au vice-gouverneur Jekoko Mulumba de poursuivre cette action. Il était question pour Jekoko Mulumba de démanteler des palissades respectivement sur les sites du boulevard Triomphal et de l'hôtel du Fleuve dans la commune de Lagombe. Débuté depuis le 5 octobre dernier à Memling Hotel à Kinshasa, les travaux de l'atelier national de validation des diagnostics et des guides méthodologiques pour l'élaboration de plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire a été clôturé vendredi 7 octobre par le représentant du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo. J'ai déjà fini là. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, en collaboration avec le Programme de développement des Nations Unies, PNUD en sigle, ont clôturé le vendredi 7 octobre dernier à l'hôtel Memling de Kinshasa les travaux de l'atelier national de validation des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement des territoires. 3 journées de réflexion, d'échanges et débats. Ces assises ont connu la participation de plusieurs cadres et officiels tant provinciaux que nationaux. Dans ce mot de la fin, Blandine Lucimana, experte en communication et membre de l'organisation, est revenue sur les points à l'ordre de journée de cet atelier. 1. La partie introductive. 2. Le pôle environnemental. 3. Le pôle sectoriel. Et 4. Le pôle territorial. Chaque analyse a été abordée suivant la démarche SWOT
qui a abouti à des préconisations sectorielles et spatiales. Deuxième journée, présentation de l'économie de guide méthodologique, suivi de débats et échanges. La deuxième journée a été structurée en 3 sessions suivantes. La première session a été consacrée aux échanges et débats. Le chef des divisions de la province du Kwilu, Nyoka Mihala Justin, a rappelé la quintessence de l'aménagement du territoire et du dit atelier. Nous voici arrivés à terme de notre forum, lequel a produit des résultats escomptés. À tous, nous vous adressons nos sentiments de gratitude. Pour étancher votre soif, nous voudrions vous signaler de la quintessence de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, un ensemble d'actions et d'interventions volontaires réfléchies et concertées permettant de disposer avec ordre les habitants, les activités, les moyens de déplacement, etc., etc. Le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, représenté par son secrétaire général, Konde Wamasinga, a rassuré les participants quant aux préoccupations exprimées. Je suis heureux et content du travail que vous venez de faire pendant ces 3 jours. Vous avez amélioré et validé les 2 documents. Je m'en réjouis et je vous remercie sincèrement. Je tiens à vous rassurer que toutes vos préoccupations exprimées en termes de contribution, d'observation et de recommandations seront bien prises en compte et intégrées dans les versions finales de ces 2 livrables. Sur ce propos, je déclare clos l'atelier national de validation du rapport de diagnostic sectoriel pour l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, SNAT, et le guide méthodologique d'élaboration de plans provinciaux et locaux de l'aménagement du territoire. Rappelons que ces assises de 3 jours s'inscrivent dans la suite des missions effectuées par les ministres de l'aménagement du territoire au mois de mai et juin pour consulter les autorités provinciales et les acteurs de la société civile afin de recueillir leurs observations et suggestions. Santé à présent, la vice-ministre de la Santé publique vient de clôturer son séjour au Ghana et au Mali. Véronique Kilumba Koulou a pendant 10 jours échangé avec ses hôtes sur leur expérience en fortification des aliments de grande consommation en micronutriments, notamment le zinc, le fer, la vitamine A et l'acide folique. Et Genitumba. Au Ghana et au Malawi, la vice-ministre de la Santé publique avait pour mission officielle d'apprendre de l'expérience des autres pays en matière de fortification alimentaire, afin que des leçons tirées de ces échanges contribuent à l'élaboration et à l'approbation de la politique nationale de la fortification alimentaire, ainsi que des stratégies de suivi de sa mise en application en République démocratique du Congo. Cette mission de la vice-ministre de la Santé publique intervient au moment où la République démocratique du Congo connaît une prévalence de la malnutrition chronique. En effet, une enquête démographique et sanitaire réalisée en 2013 et 2014 avait relevé que près de la moitié d'enfants de 6 à 59 mois, soit 47% de femmes, en âge de procréer sur 5, soit 38%, sont atteints d'anémie nutritionnelle. La fortification alimentaire reste donc le pilier de la lutte contre cette forme de malnutrition et cela permettra le développement harmonieux de la population congolaise. À l'issue de sa visite au Ghana et au Malawi, Véronique Kilumba suggère notamment la réglementation de la fortification alimentaire en élaborant dans un bref délai
Une politique qui balise le chemin d'une loi en la matière et la mise en place d'une structure de coordination multisectorielle comprenant la santé, l'industrie, le commerce, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que la représentation des consommateurs. Direction la province du Lualaba où la spoliation de la concession Mounou continue à faire parler alors que Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, serait accusé d'être celle qui voudrait arracher cette concession revenant de droit à la famille Mounou depuis 1984. La société civile locale de Kolwezi dénonce l'octroi de 50 000 hectares à un seul individu, d'où l'alerte qu'elle lance en dénonçant la démarche initiée par le ministre national des Affaires foncières. Suivez. Le ministère national des Affaires foncières, qui écrit directement au conservateur des titres immobiliers à Kolwezi, sans pour autant mettre en copie, par exemple, l'Assemblée provinciale, qui avait institué un édit portant protection des terres arables. On n'a pas vu ça. Et il y a aussi Madame vice-gouverneur, il y a le commissariat général en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. On écrit directement au conservateur foncier. Donc, c'est-à-dire, quelque part, nous n'acceptons pas d'abord du fait que 50 000 hectares pour un individu, c'est inacceptable. Du moment que ça a été octroyé depuis 1984. Or, la loi est très claire, c'est-à-dire du moment que vous avez l'acquisition d'un espace, en déant 3 ans, il faut déjà valoriser cela. Et si vous n'avez pas valorisé, l'État est en droit de récupérer cela. Mais comment se fait-il qu'on attribue à un individu, soit-il, un espace de 50 000 hectares? Nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous dénonçons cela. C'est-à-dire il y a expropriation des terres, il y a bradage des terres. On doit stopper cela. La terre est sacrée. Là, nous dénonçons cela. À une certaine dimension, oui, mais pas 50 000 hectares. C'est vraiment, ça dépasse tout entendement. Et que nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous lançons l'alerte. Lançons l'alerte au ministre national de l'urbanisme et habitat. On ne met même pas en copie ou en ampliation l'Assemblée provinciale. Donc, raison pour laquelle nous disons que non, il faut couper cette hémorragie. Il faut recadrer ce ministère-là. Surtout qu'on nous parle de liquidatrices ou des bénéficiaires. Non. Je crois que l'État congolais peut se souvenir de là où ils ont construit, là où ils ont mis en valeur. Ils peuvent leur donner cet espace, mais pas les autres espaces. Et puis en sport, les 2 représentants de la République démocratique du Congo à la Coupe de la Confédération africaine ont fait l'essentiel. C'est samedi 8 octobre en leur première sortie devant leurs adversaires du jour. Le Saint-Éloi Lupopo a battu le club angolais de Sagrada par 2-0 au stade Martyr de la Pentecôte. Et sachez que le Daring Club Motema Pembe a perdu sa rencontre face au club séchellois de Saint-Michel United, 1-0. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve lundi pour la suite d'actualités sur Tosungana Télévision. Entre-temps, bon week-end chez vous. Au revoir.